Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, et si nous parlions de la mort? Un humoriste disait que la vie est une maladie mortelle. Toutes et tous, un jour, nous serons confrontés à l'expérience de notre propre mort. En avons-nous peur? Et comment faire pour vivre cette étape ultime de la vie avec sérénité? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Parler de la mort ne semblerait plus tabou. On en parle à tout âge et dans les endroits les plus singuliers. Francis Busigny lui en parle aussi et il part même en campagne pour proposer un nouveau mode de sépulture. Alors quelles sont les traces que nous allons laisser derrière nous? Voici une proposition qui pourrait vous séduire. Gabriel Ringlet, Sébastien Klipp, Corinne Owen, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Gabriel Ringlet, vous êtes prêtre, théologien, écrivain. Oui. Sébastien Klipp, vous êtes fondateur de la fondation La mort fait partie de la vie. Corinne Owen, vous êtes toujours journaliste aux médias catholiques et comme à votre habitude, vous êtes venu avec quelques reportages. Alors, qu'en est-il du premier? Bien Philippe, je vous emmène au bistrot. Alors vous aurez le choix entre un café ou une bière toute dominicaine, mais vous ferez aussi des rencontres inattendues autour du thème de cette émission, justement la mort. Alors parler de la mort dans un café, moi je vous avoue, j'y croyais pas trop, mais vous allez voir, elle a toute sa place. Samedi matin à Bruxelles, nous avons rendez-vous dans une brasserie pour partager un café. Mais pas n'importe lequel, un café de la mort. Il faut quand même se dire qu'on va retrouver les êtres qu'on aime quand même. Alors, il faut lui dire. Eh ben, il doit quand même être quelque part. Si c'est pas en haut, en bas, c'est moche parce que c'est le diable. Ah, ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux. Non, mais en haut, c'est mieux. Hein. Non, là, je suis pas d'accord. Qu'il y reste. Comment? Mais on n'a jamais dit qu'il allait redescendre. On a dit qu'en jour, on allait les retrouver. La religion catholique, ça veut dire qu'on attend le Messie toujours. Mais pas du tout. On va tous monter là-haut et basta, quoi. En haut, on va s'amuser, quoi. J'espère. Hein? Donc l'idée en fait c'est de donner ou de redonner à la mort une place dans la vie. Alors justement ici on propose à tout le monde de nous rejoindre et d'en parler librement. J'ai souvent vu autour de moi par exemple des gens quand quelqu'un meurt, on dit il ne faut pas emmener les enfants voir le corps, mais eux ça leur fait du bien aussi parce qu'ils comprennent que c'est la réalité et avant ça se passait comme ça et maintenant parce qu'on meurt à l'hôpital ou quoi on cache tout ça, mais eux ça les choque pas plus que ça. Et Alors je crois que c'est important de pouvoir parler. Quand on a vécu l'expérience du décès de quelqu'un qui est proche, au moment où ça se passe, on est dans une sorte de tourbillon, on est entouré, on a plein de choses à faire au niveau administratif. Et puis il y a un moment où on se retrouve seul face à des interrogations, face à des questions sur le sens, du pourquoi, comment. Et donc je pense qu'à un certain moment, c'est important d'avoir des échanges avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences qui sont parfois différentes, mais en même temps proches. Donc il y a un échange possible pour pouvoir continuer à parler de son expérience, de ce qu'on a vécu et d'essayer de comprendre le sens des choses finalement. Tout ce que vous avez fait pour moi, parce que vous m'avez éclairé sur ma fin de vie. Tout un chacun est légitime dans sa façon de percevoir la mort. Il n'y a pas la vision de l'un ou de l'autre qui peut prévaloir sur l'une ou l'autre théorie ou culture ou certitude en fait. Et parler de la mort, ce n'est pas tabou alors pour vous? Non, ce n'est pas du tout un problème parce que pour moi la mort c'est la vie. Nous en parlions tous les jours dans ma famille. Nous parlions autant de la vie que de la mort. J'ai été élevée avec ça et je ne comprends pas, les gens qui ont peur de la mort parce que c'est inéluctable, que la mort n'a pas d'âge, que nous sommes tous sur le même chemin, que dès que nous sommes nés, nous mourrons un peu chaque seconde et donc je pense que c'est très important de préparer sa fin de vie, de préparer sa mort pour partir serein. Donc il n'est jamais trop tard pour parler de la mort.
Je pense qu'il faut parler de la mort le plus tôt possible. Aujourd'hui, dans notre société, malheureusement, on essaye d'occulter tout ce qui touche à la mort. Or, je crois qu'il faut, pour bien vivre, accepter l'idée que la mort est toujours présente. Et à partir du moment où on sait ça, qu'il y a une fin, eh bien, peut-être qu'on peut mieux vivre sa vie, en tout cas. Corinne, qu'est-ce qui vous a justement touché dans ce café de la mort? L'ambiance, tout d'abord. Donc l'ambiance est vraiment très détendue, très chaleureuse. Les animateurs interviennent quasi pas. La parole est libre et circule tout à fait. Et les participants viennent un petit peu de partout. Donc par exemple, on a rencontré un monsieur qui venait de perdre son épouse, une dame venait de perdre son bébé, une grand-mère venait avec sa petite fille, et même des personnes qui étaient aux tables aux alentours ont demandé s'ils pouvaient se joindre aux participants et ont vraiment échangé avec eux. Donc vraiment, j'ai été assez séduite par le concept. Sébastien, vous êtes un des 3 cofondateurs de cette fondation. La mort fait partie de la vie. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité créer cette fondation? Alors, en réalité, la fondation, elle naît en 2009-2010 d'un projet qui s'appelle les albums de vie, dont on parlera un petit peu plus tard. Et de ce projet des albums de vie, on s'est rendu compte que dans la société, il y a un besoin de parler de la mort. Et ce besoin, il a été tellement criant pour nous, quand on a mis en place les albums de vie, qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aller beaucoup plus loin que cela et d'offrir peut-être un lieu où les gens puissent s'exprimer librement autour de la mort. Et donc sont nés les cafés de la mort. Vous voyez, ce sont des cafés qui se passent dans un bistrot, dans un lieu de société. C'est très important que ça se passe pour nous de cette manière-là. Et en réalité, le concept a été créé par Bernard Creta. Il appelait ça à l'époque les cafés mortels. Et nous avons repris son concept, nous l'avons un petit peu amélioré ou en tout cas tourné comme nous l'avons pensé. Et nous avons appelé ça les cafés de la mort. Je pense que c'est important de dire le mot de la mort. Et nous en avons fait quelque chose que vous voyez là avec finalement des moments de débat, des moments de joie, des moments de bonheur et de temps en temps des larmes parce qu'il y a des émotions qui émergent de tout cela et des choses finalement très profondes. Je pense... Qu'est-ce qui fait que justement vous avez l'air jeune quand même, qu'est-ce qui fait que pour vous la mort, c'est important d'en parler? Écoutez, ça fait longtemps que je me pose des questions, je pense que j'étais déjà tout petit, j'ai pris conscience que la vie c'est un chemin, et sur un chemin il y a un début, et puis il y a quelque chose que je ne percevais pas bien, cette finitude de la vie. Et finalement, pour moi personnellement, c'est une manière d'avoir réfléchi à ce chemin, et de me dire, d'avoir pris conscience à un moment donné qu'effectivement, il aboutit, ce chemin, à quelque chose. Et donc de là sont nées pas mal de questions et puis des rencontres avec Sylvie et Sandrine qui ont fait ce projet qui est devenu aujourd'hui une fondation d'utilité publique. Gabriel Ringlet, vous, tout au long de votre œuvre, quand même, quand on vous lit, la mort est présente. Oui. Alors, avons-nous peur de la mort? Je pense qu'on a peur de la souffrance. Je pense qu'on a peur de la manière dont ça va peut-être se terminer. Mais tous ceux que je croise n'ont pas tellement peur de la mort. La société, elle, la camoufle encore beaucoup trop. Moi, je me réjouis quand je vois des cafés de la mort. C'est une très, très bonne initiative parce que je pense que la mort, on doit en parler tout naturellement. On doit en parler quand il fait beau, quand nous sommes en pleine forme. J'en parle beaucoup avec les tout-petits. Et plus qu'en parler, leur permettre d'approcher la mort, y compris d'approcher la mort tout à fait concrète. Quand il y a un décès quelque part, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus intégrée à la vie. Non pas du tout de manière morbide, c'est exactement le contraire. La mort dans la vie, c'est pour mieux vivre, c'est pour que la vie soit plus profonde, c'est pour qu'elle soit plus intense. Donc je pense que la mort, c'est un très très bon sujet. Et le but, c'est de rester le plus vivant possible jusqu'au bout, même quand la mort s'approche. Alors, justement, si vous deviez donner, vous, Gabriel Ringlet, votre définition de la mort, que diriez-vous? Une définition? Non, je ne pense pas qu'il y ait une définition de la mort. Je pense que la mort, personne n'est venu raconter comment il l'avait vécu au moment de la grande traversée. On peut donner une définition de la sérénité, de l'angoisse, de l'état dans lequel on se trouve lorsque la mort approche, qui est un état parfois très très silencieux, très intérieur, qui peut être très très hurlant. Je vis aussi des morts extrêmement difficiles dans mes accompagnements en soins palliatifs, donc il ne faut surtout pas psychologiser la mort, ce moment de la mort, une belle mort, une laide mort, tout cela n'existe pas. Il y a la mort qui nous accompagne
dès la première seconde de notre naissance, et elle prépare avec nous le café du matin. Elle est une sorte de compagne dissidente. Ce serait peut-être ça, si vous voulez à tout prix une définition. La mort, elle est ma compagne, mais elle est une compagne qui, quelquefois, m'inquiète, et à d'autres moments me paraît peut-être un peu douce, comme, je ne sais pas, un certain nombre de compagnes. Sébastien, vous aussi, vous avez le sentiment que la mort est une invitation à la vie, prendre conscience de sa mortalité? Tout à fait. Et quand on voit ce qui se passe dans un café de la mort concrètement, on ne peut pas faire autrement que de voir la vie. C'est avant tout des discussions autour de la vie. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions qui émergent. Et je pense fondamentalement que parler de la mort ouvre le champ des possibles sur la vie. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental à un moment donné dans sa vie, de se poser, de prendre conscience qu'effectivement on est dans une certaine finitude et que cette finitude, on peut la vivre très sereinement en osant en parler. Quand vous en parlez à vos contemporains, comment est-ce qu'eux-mêmes se situent par rapport à ça? Ils vous regardent d'un drôle d'air, ils se disent « qu'est-ce qui lui prend ?» ou bien ils sont peut-être habitués maintenant, vous allez me dire. Tout à fait, maintenant ils sont effectivement habitués. Mais c'est vrai qu'au départ, mes parents par exemple m'ont posé la question « mais enfin, pourquoi parles-tu de la mort? Pourquoi es-tu dans un projet qui aborde la mort ?» C'était interpellant pour eux. Et puis, au fil du temps, en découvrant les différentes initiatives que la Fondation met en place, et on porte ça vraiment à bras-le-corps, et avec, finalement, ça demande beaucoup d'énergie, tout ça prend du sens, et ça devient concret. Et je pense qu'on le verra dans les reportages suivants, on trouve vraiment du sens à tout cela. Et donc, ça devient naturel, en définitive, de parler de la mort. Alors justement, je rebondis sur ce que vous avez dit, ça devient naturel, mais également peut-être des méthodes où on veut aussi revenir à la nature. Oui, donc je vous invite justement à une autre rencontre avec Francis Busigny. Alors lui, c'est un militant et il milite pour un combat bien singulier, mais je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. Je vous invite d'abord à regarder le reportage. Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'écologie de Namur. Et au milieu des stands qui proposent un mieux vivre ou une manière différente d'aborder notre relation à la planète, nous avons croisé Francis. Il est ici pour présenter au public une nouvelle pratique funéraire, l'humusation. Il faut dire qu'en Belgique, à notre mort, 2 possibilités seulement s'offrent à nous, l'inhumation ou l'incinération. L'humusation serait-elle donc une option pour l'avenir ? Je trouve ça fort important par rapport aux différentes méthodes que l'on a pour le moment, qui ne sont effectivement pas du tout écologiques et qui rejettent soit des déchets dans l'air par l'incinération, des choses comme ça, même s'il y a des filtres, il y a quand même toujours des déchets. Enfin, c'est une méthode qui permet d'être traité de manière écologique. On retourne à la terre, on est né de la terre, on retourne à la terre, on donne notre corps à la terre et ça permet de faire autre chose et c'est magnifique. C'est une chose qui n'est pas dans nos mœurs, dans notre culture, quoi. Je pense qu'il faut expliquer, il faut que ça fasse son chemin. Et je pense que dans quelques années, on en verra beaucoup et que beaucoup de gens trouveront ça tout à fait naturel. Mais concrètement, l'humusation, c'est quoi? On va déposer le corps dans un linceul, donc pas dans un cercueil, et on va le déposer sur un lit de broyat de bois d'élagage. Et puis après, on va recouvrir avec 2 mètres cubes de ce broyat de bois d'élagage amélioré avec toute une série de petites astuces pour qu'on ait vraiment, non pas un bête compost, mais un super compost. Après 1 an, le corps est complètement métamorphosé en humus sain et fertile, en terreau en fait. Et avec ce terreau, eh bien, on a de quoi relancer la vie des sols les plus malmenés et de fertiliser avec une toute petite partie l'espace commémoratif individuel. Donc un arbre que les gens vont pouvoir choisir pour aller se recueillir après cette période de mise en humusation. Et ça va pouvoir se faire dans l'espace souvenir du jardin-forêt de la Métamorphose pour les familles qui habitent à proximité. Et pour les autres, ils vont pouvoir reprendre une partie de ce compost pour fertiliser l'espace dans un jardin de famille ou dans un bois à proximité pour qu'eux seuls sachent que c'est là qu'il faut aller se recueillir. Corinne, c'est légal? Non, c'est pas encore légal. Mais Francis Busigny fait d'ailleurs pour le moment le tour des hommes politiques et des hommes d'église pour vraiment défendre son projet, parce qu'il y croit dur comme fer, lui.
Dans une émission, il y a quelques mois, nous avions parlé de la crémation et on avait vu effectivement que en fait, tout n'était pas brûlé, que les os, après ça, devaient être broyés. Dans ce système-ci, est-ce qu'il dit que tout part? Est-ce que tout part vraiment? Mais Francis Busigny lui prétend que tout part, mais de temps en temps, quand même, il resterait le squelette, enfin les os. Et à ce moment-là, dans les derniers mois, au cours de cette année d'humusation, entre guillemets, les os alors seraient retirés, seraient rebroyés et puis remélangés au compost, en fait. Cette humusation, Gabriel, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui existait déjà dans le passé, dans les monastères? Oui, tout à fait. Moi, je suis très sensible au fait d'être mis nu dans la terre nue. Et dans les monastères... C'est pas vous, hein, c'est de Saint-François. Non, c'est de Saint-François d'Assise, mais ça dit bien ce que cela veut dire, très très profondément. Et François n'a pas été inhumé de cette manière-là, puisqu'on l'a revêtu de sa bure. Et j'ai encore connu dans les abbayes des moines qui, à la mort, étaient revêtus de leur bure et mis dans la pleine terre. Ce serait d'ailleurs la manière dont moi je souhaite disparaître. Mais ce qui est fondamental pour moi, et où là je ne vois pas clair à propos de l'humusation, mais je suis ouvert à la discussion, ce qui est tout à fait fondamental pour moi, c'est le lieu du souvenir. C'est indispensable, quel que soit mon mode de disparition, ça ne peut pas être dans l'anonymat, dans la dispersion d'un bois. Il faut qu'il y ait une identité très claire. Et je vois que des grandes vedettes d'aujourd'hui, je pense à des écrivains, je pense à des artistes, dont j'ai lu les témoignages tout récemment, tous disent « nous avons besoin d'un rite, que nous soyons croyants ou non. Nous avons besoin d'un recueillement à un endroit où l'on peut être finalement en dialogue avec soi-même et si on est croyant avec le dialogue, en dialogue avec celui qui nous a quittés. Et donc je veux bien l'humusation si on la personnalise en la localisant. Alors ce sera ce qui se passait dans les abbayes, dans les cimetières des abbayes. Mais c'est très très important que le rituel ne soit jamais évacué. Mais on voit pas, c'est quand même certaines personnalités connues, comme Béjart, etc. Les cendres vont être répandues, soit dans la mer, soit sur une plage, etc. Est-ce que ça, pour vous, c'est une localisation? Parce que la mer, c'est quand même vaste. Dans tous les lieux que je fréquente et les personnes que je rencontre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de disperser les cendres, et ça peut être très très beau, hein. Certains dispersent les cendres en montagne parce que ça leur rappelle un lieu où il y avait vacances familiales, d'autres dans la mer, d'autres dans leur propre jardin. C'était le cas du professeur de Duve que j'ai accompagné. Donc ce geste de la dispersion des cendres, il a plein de sens. Et c'est vrai que les morts ne dorment pas où leur nom est gravé, comme disait un jour un poète. Donc c'est en nous aussi que les morts dorment. Mais moi, pour ma construction à moi, j'ai besoin de fréquenter les cimetières. Ils devraient être beaucoup plus beaux, ils devraient être beaucoup plus proches de la nature. Ça existe, par exemple en Angleterre. Donc c'est vrai, il faudrait pouvoir combiner les deux, disperser et se recueillir. Et c'est tellement vrai qu'en Suisse, par exemple, une étudiante me disait « on disperse les cendres sur un lac tout près de mon village, mais un an après la dispersion, à la date anniversaire du décès par exemple, on affrète une barque et on va jeter des fleurs à l'endroit où les cendres ont été dispersées. » C'est bien la preuve, les cendres ne sont plus là évidemment, c'est bien la preuve que le rite, il est en nous, profondément ancré en nous. Et j'aime beaucoup ce rite de la barque et des pétales de rose. Voilà ce qu'il faut faire pour que nous soyons vivants, je trouve. Sébastien, dans vos cafés de la mort, là, est-ce que vous abordez aussi la question enterrement, crémation, c'est des thèmes qui reviennent régulièrement? Oui, tout à fait. C'est effectivement des questions qui se posent dans un café, et tout particulièrement dans l'humusation qu'on vient de voir, je pense qu'on pose là la question de cette étape ultime, qui est en fait le point de départ pour les proches du défunt. Donc je pense qu'il faut être particulièrement précautionneux de cette étape ultime, et effectivement, comme le dit Gabriel Ringlet, être très attentif à ce que le lieu soit un lieu physique, matériel, sur lequel les proches pourront se recueillir, effectivement. Je pense effectivement dans cette notion de continuité des générations, on a aussi une notion d'écologie dans le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je pense que la question qui est posée par l'humusation a toute sa place, en ce sens que si l'on veut perdurer cette notion de génération qui est vouée à perdurer l'humanité, on doit aborder aussi cette question de ce que devient la dépouille mortelle en définitive.
On va poursuivre, Corinne, si vous voulez bien, parce que vous êtes venu qu'un troisième et dernier justement. reportage. Et parlant de génération, voilà, c'est ça. Il nous introduit bien, je trouve, au reportage. Donc, ce qui est important de génération en génération, c'est de raconter une histoire ou de laisser une histoire, de laisser des traces pour les générations futures. Et donc, je vous invite à voir le reportage qui suit sur l'album de vie, qui est tout au départ de votre fondation, d'ailleurs. Tout à fait. L'ordinateur sous le bras, Mélanie vient passer l'après-midi chez ses grands-parents, Odette et Daniel. Bonjour. Bonjour ma chérie. Ça va? Je suis venue avec mon ordinateur. Odette et Daniel ont rassemblé sur la table du salon toutes les photos de leur passé. Ces dizaines de souvenirs qui, mis bout à bout sur des dizaines d'années, racontent l'histoire de leur vie, l'épopée de leur famille. Et sa sœur, et sa sœur, la petite, c'est ça? Oui, de nous. Ils ne sont plus tout jeunes et n'aimeraient pas que ce précieux héritage disparaisse avec eux. Alors aujourd'hui, ensemble, ils ont décidé de faire leur album de vie. Je trouve que quand on arrive à un certain âge, il faut faire, disons, l'historique de la famille et le faire passer aux générations futures. Donc je vais faire des albums avec un arbre généalogique éventuellement, en essayant de récupérer tout ce qui est possible en tant que date, naissance, décès et autres dates éventuellement. Et voilà, je crois que la génération sera très heureuse de retrouver ça plus tard. C'est ma maman. Pendant qu'Odette et Daniel trient et choisissent les épisodes de leur vie qu'ils voudraient transmettre à la postérité, Mélanie les aide à rentrer toutes ces informations sur son ordinateur. En effet, le jour où ils ne seront plus là pour raconter eux-mêmes leur histoire, sur le net, l'album de vie permettra de perpétuer la saga familiale. Les proches pourront découvrir dans un espace interactif et sécurisé les textes, photos, musiques, vidéos que les parents auront choisis et légués à la postérité. Voici une très jolie façon d'apprivoiser les nouvelles technologies afin de perpétuer le souvenir de nos proches. Ou mieux encore, de les redécouvrir à travers tout ce qui était important pour eux et qu'ils ont voulu, même après leur départ, partager avec nous. Sébastien, vous aimeriez, vous, recevoir ce type d'album de vie? Mais tout à fait, oui. Et je pense, encore une fois, pour reparler des générations, je pense qu'il est important de transmettre, de faire ce travail de mémoire au sein de la famille, ou quand ça n'est pas possible au sein de la famille pour X raisons, de le faire avec des proches que l'on désigne en tant que tels, avec lesquels partager quelque chose à transmettre. Cet album de vie, quelque part, c'est pour vous le moyen de vous souvenir de vos grands-parents le jour où ils ne seraient plus là, ou bien c'est quelque part s'inscrire dans l'histoire de votre vie? Ou les deux? C'est les deux choses à la fois. C'est-à-dire que d'une part, ça permet de faire ce travail avec eux et d'avoir un partage qui se matérialise réellement. Donc, effectivement, j'apprends plein de choses en faisant avec mes grands-parents cet album de vie. J'apprends plein de choses sur leur histoire. Et quelque part, je prends conscience que je ne suis pas simplement en tant qu'individu dans ma vie solitaire qui, depuis la naissance jusqu'à la mort, est un chemin qui va s'écouler et puis point. Au contraire, je viens de quelque part et je vais quelque part. Et dans cette continuité, de manière à prendre conscience de cette manière de percevoir la vie, je pense qu'il était important de faire ce travail avec ses grands-parents, avec ses parents, et aussi dans l'idée de passer quelque chose à la postérité, de s'inscrire dans cette continuité des générations. Et c'est facile de demander à ses grands-parents, dites écoutez, voilà, le temps avance, on voudrait bien, parce que quand même c'est les confronter eux-mêmes à leur propre finitude. Mais figurez-vous qu'en général, c'est même eux, donc ce sont les personnes les plus âgées, qui viennent vers les plus jeunes avec ce type de demande. Alors parfois, les demandes sont explicites, parfois on comprend que certaines choses se préparent. Et dans cette préparation, quand on leur propose un outil concret comme celui-là, ce qui est un peu le but de la Fondation, c'est de permettre aux gens une parole libre, et ceci en fait pleinement partie. Et on comprend que les gens sont en attente de quelque chose de concret dans lequel ils puissent aller pour justement partager quelque chose autour de la mort, ce qui ouvre le discours. Gabriel, est-il nécessaire de laisser une trace de son passage sur cette terre? Je trouve ça très important. J'aime beaucoup ce que je viens de voir et ce que je viens d'entendre. Et je dois vous dire que dans mon courrier, il est très très fréquent que des personnes âgées
prennent conseil pour me dire comment puis-je mettre par écrit, rassembler des documents que je voudrais laisser à mes enfants et à mes petits-enfants. Donc là, vous êtes au cœur d'une démarche qui me paraît de plus en plus fréquente, que je sens comme très très positive. J'aimais bien cette idée de faire le lien entre les générations, d'avoir mémoire en profondeur. Ça, c'est peut-être une façon de renouer en société, dans une société qui est quand même très très individualiste, très très clivée, retisser du lien entre les générations, c'est en soi une très très belle démarche, mais je vois à quel point cela fait plaisir aux personnes âgées, aux personnes qui s'en vont, le nombre de choses qu'elles ont à raconter. On devrait même élargir cela en dehors de la famille proprement dite. Oui, tout à fait. On devrait avoir des expériences dans des homes, par exemple, dans des homes pour personnes âgées. Quand on se met à les faire parler, à raconter leur histoire, à montrer des photos, mais ces personnes sont en train de ressusciter devant nous, alors qu'elles paraissent tout à fait éteintes. Il y a là vraiment une intuition qu'il faut creuser, je dirais même élargir en quelque sorte. Ce qui est une initiative de la Fondation, puisqu'on met en place, on est en train d'essayer de concevoir un atelier intergénérationnel, justement pour mettre en place en lien des jeunes avec des personnes plus âgées, pour qu'elles puissent partager leur mémoire et que tout cela prenne du sens. Ça me réjouit beaucoup personnellement. Alors justement, comment faire pour aborder notre propre mort avec sérénité ? Mais je pense d'abord qu'il faut en parler, non pas quand le drame survient, non pas quand on est là face à un cancer, face à quelque chose de tout à fait inattendu qui nous déstructure complètement, qui bouleverse tout un environnement. C'est lorsque ça va bien, c'est lorsque nous n'y pensons même pas directement par rapport à nous-mêmes que nous devrions, je trouve, en parler beaucoup plus tôt, dès les tout petits âges. Moi, j'ai toujours fait ça, et il y a moyen de le faire, comment dirais-je, avec beaucoup de douceur, de jovialité. Juliette Binoche raconte, c'est tout récent, hein, c'est dans un livre qui va paraître, elle raconte que petite fille, avec sa cousine, elle allait tout le temps dans les cimetières, qu'elle voulait qu'il y ait égalité entre les morts. Autrement dit, elle répartissait les fleurs et il fallait qu'il y ait autant de couleurs sur chaque tombe pour que tout le monde soit bien d'accord, hein, et que personne ne soit frustré. Mais une petite fille qui grandit de cette manière-là avec la mort, regardez les magnifiques questions qu'elle se pose aujourd'hui, la grande vedette qu'elle est, et qui reste très habitée positivement par cette question de la mort. Et elle dit, si j'ai besoin de rites aujourd'hui, moi adulte, moi actrice de cinéma, c'est à cause du fait que la petite fille a vécu ça joyeusement avec sa grand-mère. Sébastien, pour vous, comment est-ce que vous pensez qu'il serait bon de pouvoir se préparer à votre propre mort ? Je pense effectivement qu'en parler est la meilleure préparation qu'on puisse imaginer. Oser en parler, c'est faire le pas de reconnaître qu'on est sur ce chemin de la vie qui prend du sens dès lors qu'on sait qu'il y a une finitude. Et le simple fait de prendre conscience de cette finitude, ce que personnellement j'ai vécu relativement tôt, ça aide à se rendre serein par rapport à cette idée que la mort va survenir et qu'en fait on a plein d'étapes sur ce chemin de vie à accomplir, à remplir, et puis qu'on aura quelque chose qui résultera de tout cela, quelque chose à transmettre. Il faut oser en parler aussi avec humour, hein. Donc on ne doit pas être grave lorsqu'on parle de la mort. Et comme je le disais, on rigole de la mort dans un café de la mort. Voilà, mais c'est sous ces mots-là que nous allons conclure cette émission. Merci en tout cas de nous avoir partagé vos regards sur la mort. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be, au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.